Je m'appelle Solène Rosenthal. J'ai 32 ans, et mon anniversaire est devenu la soirée où j'ai enfin compris pourquoi l'amour dans ma famille avait toujours ressemblé à une dette que je ne pourrais jamais finir de payer. Cela s'est passé dans une salle à manger privée, devant des gens qui étaient venus pour me célébrer, pas pour m'utiliser, pas pour me corriger, pas pour me rappeler ce que je devais. Le gâteau venait juste d'arriver. Quelqu'un tendait la main vers un allume-bougie. Puis une chaise a raclé le sol en arrière, et l'ambiance de la pièce a changé avant que quiconque ne comprenne pourquoi. La personne qui aurait dû me protéger s'est levée, a regardé autour de lui comme s'il allait porter un toast, et a plutôt transformé mon anniversaire en une confession. Sa voix s'est élevée au-dessus de la table. Tu mérites de savoir. Nous ne t'avons jamais aimé. Personne n'a bougé. Une fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de l'assiette de quelqu'un. Un rire est mort dans la gorge de quelqu'un. Puis la personne à côté de lui a détourné le regard et a dit doucement, « Tu aurais dû le réaliser il y a des années. » Tous les visages se sont tournés vers moi. Des amis, des collègues, des gens qui connaissaient la version de moi qui travaillait dur, tenait ses promesses, résolvait les problèmes et ne laissait jamais personne voir à quel point j'étais fatigué. Pendant une seconde, la pièce a attendu que je m'effondre. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne me suis pas effondré. J'ai enfin compris. Chaque dîner froid, chaque service qui devenait ma responsabilité, chaque fois où l'on ne me remarquait que lorsque quelque chose avait besoin d'être réparé a soudainement pris tout son sens. Je me suis levé, j'ai souri et j'ai dit, cela explique tout. Puis j'ai pris mon manteau et je suis sorti avant que quiconque ne puisse transformer ma douleur en une discussion familiale. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 88 appels manqués et 36 messages. Trop tard. À ce moment-là, ils n'avaient pas seulement perdu leur fille, ils avaient perdu la seule personne qui maintenait discrètement leur monde entier. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Et est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Parce que cette histoire commence par un anniversaire, mais elle se termine par une leçon que certaines personnes n'apprennent qu'après avoir tout perdu. 9 mois avant ce dîner d'anniversaire, ma vie à Savannah, en Géorgie, semblait assez calme de l'extérieur pour tromper presque n'importe qui. Je vivais seul dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une boulangerie tranquille dans l'est de la ville, je travaillais comme responsable principal des risques et des contrats pour un groupe hôtelier de luxe, je payais mes factures à temps. Je gardais mon calendrier organisé et j'avais le genre de travail que les gens décrivaient comme « stable » quand ils ne comprenaient pas la pression qui l'accompagnait. Mon travail n'était pas glamour, mais il était important. J'examinais les accords avec les fournisseurs, les clauses d'assurance, la responsabilité événementielle, les clauses d'annulation, les rapports de risque immobilier, les exigences du code de prévention des incendies. Les permis d'alcool et le genre de petits caractères qui ne deviennent intéressants qu'après que quelqu'un a perdu de l'argent. J'étais doué pour repérer les problèmes tôt. Je pouvais regarder un contrat et voir immédiatement où une entreprise s'était exposée. Je pouvais lire un courriel de fournisseur et savoir s'il s'agissait d'un malentendu, d'un retard ou du début d'un procès. Cette compétence me rendait précieuse au travail. À la maison, elle me rendait commode. Mon père, Malcolm Rosenthal, possédait une petite salle de mariage et d'événements à l'extérieur de Savannah appelée Magnoliaro Events. Il aimait dire aux gens que c'était une entreprise familiale, même si la partie « familiale » signifiait généralement que tout le monde souriait pour les photos pendant que je restais debout tard pour résoudre les vrais problèmes. Ma mère, Teresa Rosenthal, s'occupait de l'image publique. Elle choisissait les fleurs, accueillait les mariés, publiait des légendes élégantes en ligne et faisait paraître chaque problème plus doux qu'il ne l'était. Mon frère cadet, Dean Rosenthal, avait 27 ans et aidait officiellement aux relations avec les clients, ce qui signifiait surtout qu'il portait de belles chaussures, charmait les couples nerveux pendant les visites et disparaissait dès que quelque chose nécessitait une feuille de calcul. Un appel téléphonique ou une responsabilité. Je n'étais pas salarié. Je n'avais pas de titre là-bas. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque chose difficile à Magnoliaro finissait par m'arriver. Une mariée voulait annuler et exigeait le remboursement de son acompte. Alors, mon père transférait le contrat et écrivait « Jette un œil à ça quand tu auras une minute ». Un traiteur changeait son certificat d'assurance et oubliait de lister correctement le lieu. Alors, ma mère m'appelait pendant le déjeuner et disait « Tu comprends ces choses plus vite que nous ». Dean promettait à un client une réduction sans vérifier les chiffres, puis m'envoyait un message à 23 heures pour me demander si je pouvais faire en sorte que la formulation fonctionne. Il y avait toujours une raison.
Il y avait toujours une urgence. Et il y avait toujours la même supposition sous-jacente, Solène s'en occupera. Au début, je me disais qu'il était normal de les aider. Les familles s'entraident. Peut-être que mon père était démodé. Peut-être que ma mère croyait vraiment qu'elle demandait de petits services. Peut-être que Dean grandirait si on lui laissait le temps. C'était l'histoire que je me répétais parce qu'elle rendait l'arrangement moins humiliant. Mais la vérité était que ma famille avait bâti une entreprise sur mon travail non rémunéré et l'avait appelé amour parce que, amour, sonnait mieux que, dépendance. Si un renouvellement de licence d'alcool était dû, je le savais avant mon père. Si un paiement de fournisseur devait être contesté, j'écrivais le courriel. Si un couple menaçait de laisser un mauvais avis, je rédigeais la réponse que ma mère enverrait plus tard comme si elle venait d'elle. Si Dean oubliait de télécharger un avenant signé, je trouvais le document manquant et l'empêchais de paraître incompétent. Chaque tâche était assez petite pour être ignorée. 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, un appel téléphonique avant le travail, un courriel après le dîner, un après-midi de fin de semaine parce que mon père avait beaucoup à faire. Le problème quand on est utile, c'est que les gens remarquent rarement quand l'utilité se transforme en épuisement. Ils remarquent seulement quand vous arrêtez. Au printemps, je travaillais 45 à 50 heures par semaine à mon vrai travail, puis je passais mes soirées à entretenir une entreprise qui n'était pas la mienne pour des parents qui me remerciaient sur le ton que les gens utilisent quand une imprimante se remet à fonctionner. Malcolm ne m'a jamais félicité en tant que fille. Il louait ma précision. Teresa ne m'a jamais demandé si j'étais fatigué. Elle me disait que j'étais une telle bénédiction. Dean ne s'est jamais excusé d'avoir créé des problèmes. Il agissait simplement soulagé quand je les réglais. Je pensais que je maintenais la paix. Je pensais que j'étais mature. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que la paix construite sur le silence d'une seule personne n'est pas la paix. C'est un système. Et j'étais le système qui les soutenait. Le schéma était plus facile à voir lors des dîners du dimanche, car mes parents étaient plus à l'aise pour jouer à la famille, dans des pièces où j'avais déjà fait le travail invisible. Leur maison se trouvait à 20 minutes de Magnolia Row, une maison en briques pâles avec une pelouse bien entretenue et un porche. Ma mère décorait pour chaque saison, comme si le bon goût pouvait couvrir les mauvaises habitudes. Chaque dimanche, je m'y rendais en voiture avec quelque chose sur mon siège passager. Parfois, c'était un dossier de contrat. Parfois, c'était une facture imprimée que mon père prétendait ne pas comprendre. Parfois, ce n'était rien de physique, ce qui signifiait seulement que le travail avait déjà été fait par courriel. Le dîner suivait toujours le même rythme. Malcolm prenait le bout de la table et parlait comme un homme donnant des instructions à des gens chanceux de l'entendre. Teresa aplanissait tout ce qu'il disait de tranchant avant que cela ne puisse être nommé. Dean arrivait assez souvent en retard pour que personne n'attende mieux de lui. J'arrivais à l'heure parce que la responsabilité était devenue le seul langage que ma famille reconnaissait de moi. Un dimanche d'avril, mon père s'est vanté d'une importante réservation de mariage qu'il avait décrochée pour l'automne. Il a dit que la famille de la mariée avait des relations, que la liste des invités était impressionnante et que l'événement pourrait ouvrir des portes à Magnolia Row. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que j'avais réécrit l'accord de la salle 2 soirs plus tôt parce que Dean avait envoyé au couple un contrat obsolète avec la mauvaise fenêtre d'annulation et une clause de dommage manquante. J'ai repéré l'erreur, l'ai corrigée et envoyé à mon père des notes qu'il n'a jamais reconnues. À table, il a levé son verre et a dit « Certaines personnes sont des leaders naturels en affaires ». Ma mère lui a souri comme s'il avait bâti un empire seul. Dean a hoché la tête en consultant son téléphone. Puis mon père m'a regardé et a ajouté « Solène a toujours été douée pour la paperasse ». Cela a frappé plus fort qu'une insulte parce que c'était presque un compliment, mais pas tout à fait. Cela réduisait chaque nuit tardive, chaque contrat sauvé, chaque sauvetage discret à un petit talent qui existait pour sa commodité. Teresa a vu mon visage changer et a touché mon poignet. « Chérie, il veut dire que tu es fiable, a-t-elle dit. Mais, fiable, avait commencé à sonner comme « piégé ». Quelques semaines plus tard, Dean a gâché un calendrier de fournisseurs pour une retraite d'entreprise. Il avait confirmé la société de tente pour le mauvais week-end et ne s'en est rendu compte que lorsque le client a appelé. Au lieu de le régler lui-même, il m'a envoyé un texto « Peux-tu leur parler ? Tu as l'air plus officiel. » Je l'ai fait. J'ai négocié un transfert partiel des frais, trouvé un autre fournisseur, réécrit le courriel au client et protégé Dean des conséquences qu'il avait méritées. Au dîner de famille suivant,
il a raconté l'histoire comme un drôle de malentendu. Malcolm a ri et a dit, « Heureusement que ta sœur est obsessionnelle. » Tout le monde a souri. Moi aussi, parce que parfois, sourire est la façon du corps de cacher qu'il veut partir. La seule personne qui ne trouvait rien de tout cela normal était Kira Lawson. Kira était mon amie la plus proche depuis ma première année au groupe hôtelier. Elle travaillait aux relations avec les employés, enquêtant sur les plaintes en milieu de travail qui commençaient généralement par quelqu'un disant « ce n'est pas si grave », jusqu'à ce que les bonnes questions soient enfin posées. Quand je lui parlais de ma famille, elle ne les traitait jamais de monstres. Elle disait quelque chose de pire. Elle les qualifiait de cohérents. Un vendredi soir, elle est venue avec de la nourriture thaïlandaise pendant que je lui montrais le dernier message de Dean. Il avait besoin que j'examine un litige de remboursement parce que la mère d'une mariée menaçait de publier en ligne. J'ai dit que je m'en occuperais après le dîner. Kira m'a regardé et a dit, « Solène, leur être utile n'est pas la même chose que d'être aimé par eux. » J'ai ri parce que je voulais que la phrase soit dramatique. Elle ne l'était pas. Elle était précise. Je lui ai dit qu'il comptait sur moi parce que j'étais doué pour ça. Elle a demandé, « Savent-ils qui tu es quand ils n'ont pas besoin de quelque chose à réparer ?» Je n'ai pas répondu assez vite. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Malcolm transférait des courriels de fournisseurs avec la ligne « Solène confirmera », comme si j'étais une employée. Un traiteur m'a même adressé en tant que « responsable des contrats de Magnolia Row ». J'ai fixé ce courriel, réalisant que mon nom soutenait une entreprise que je ne possédais pas, protégeant des personnes qui n'admettraient jamais qu'elles avaient besoin de protection. Pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si je prenais mes distances. La pensée m'a effrayé. Puis lentement, elle a commencé à ressembler à de l'air. Le jour où tout a changé devait être l'un des jours les plus importants de ma carrière. Notre groupe hôtelier avait passé des mois à préparer un examen des risques régional pour plusieurs propriétés du Sud-Est, et on m'avait demandé de présenter la section sur la responsabilité événementielle et l'exposition des fournisseurs. Dans mon monde, c'était important. Everett K., notre vice-président des opérations, serait dans la salle. Everett n'était pas chaleureux de la manière habituelle, mais il était juste, direct et respectait les gens qui comprenaient les systèmes. Depuis des semaines, il laissait entendre que l'entreprise créait un nouveau poste de directeur régional basé à Raleigh. Cela signifierait plus d'autorité, un meilleur salaire et la chance de créer des politiques au lieu de simplement les appliquer. Je le voulais vraiment, même si vouloir des choses pour moi-même me semblait encore parfois égoïste, comme si l'ambition était quelque chose que je devais cacher aux gens qui me préféraient utile et disponible. Ce matin-là, je suis arrivé tôt, portant la robe bleu marine qui, selon Kira, me donnait l'air de quelqu'un qui approuve les budgets sans demander la permission. J'avais mes notes imprimées, mes diapositives sauvegardées et mes points de discussion mémorisés. La réunion a commencé à 9h. À 9h20, j'étais dans mon rythme. J'ai expliqué où un hôtel s'était exposé par une faible clause d'indemnisation des fournisseurs et comment une autre propriété avait réduit le risque de réclamation en resserrant la documentation d'installation. Everett a posé 2 questions, et j'ai répondu aux 2 sans baisser les yeux. Pour une fois, je me suis senti vu pour les bonnes raisons. Puis mon téléphone s'est allumé sur la table. Malcolm. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, Teresa. J'ai retourné l'écran. Puis Dean. Puis encore Malcolm. J'ai continué à parler, mais ma concentration s'est divisée. Des années d'entraînement m'avaient appris que lorsque ma famille escaladait, je devais répondre. Un autre message est apparu de Dean. Papa dit que c'est sérieux. Le dossier de la licence d'alcool est dû aujourd'hui. Si tu ne le règles pas, on perd 2 mariages. J'ai senti le vieil hameçon s'accrocher en moi. Je savais que le renouvellement de la licence de Magnolia Row avait une pièce jointe d'assurance en attente parce que j'avais prévenu mon père 2 fois. J'avais écrit une liste de contrôles, expliqué la date limite et surligné le certificat manquant. Mais savoir cela n'a pas empêché mon corps de réagir comme si leur panique était mon urgence. J'ai regardé Everett, j'ai dit que j'avais besoin de 2 minutes et je suis sorti dans le couloir. 2 minutes sont devenues 22. Mon père a répondu avec irritation, pas avec peur. Il a dit que le bureau municipal refusait de traiter le dossier parce que le certificat d'assurance ne mentionnait pas la bonne couverture événementielle. Je lui ai rappelé que je lui avais expliqué cela la semaine dernière. Il a dit, ce n'est pas le moment d'avoir une attitude. Teresa était en arrière-plan et disait, aide-le, Solène.
J'ai appelé le courtier, appelé le bureau des licences, trouvé l'avenant correct dans un fil de courriel que mon père n'avait pas ouvert, je l'ai transféré. J'ai confirmé la réception et j'ai envoyé des instructions étape par étape que ma famille prétendrait plus tard avoir été simple depuis le début. Quand je suis retourné dans la salle de conférence, ma section était terminée. Everett m'a jeté un regard, pas avec colère, mais avec une déception professionnelle. Après la réunion, il m'a demandé de rester. Il a fermé son ordinateur portable et a dit « Vous êtes l'une des meilleures expertes en risque que nous ayons, Solène, mais le leadership exige une présence, surtout quand la salle compte sur vous. » Il n'a pas été cruel. Cela a empiré les choses. Il ne savait pas que l'appel venait de personnes qui ignoraient le travail jusqu'à ce qu'il devienne une crise. Il savait seulement que j'étais sorti au mauvais moment. 2 semaines plus tard, le poste de Raleigh a été attribué à quelqu'un d'autre. Everett a dit que j'avais été sérieusement considéré, mais que l'entreprise avait besoin de quelqu'un de entièrement disponible pendant les transitions à forts enjeux. J'ai hoché la tête, les remercié et je suis allé à ma voiture. Quelque chose en moi était trop silencieux pour être de la tristesse. Quand j'ai raconté ça à Kira ce soir-là, elle a laissé le silence faire son travail. Puis elle a demandé, « À quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de les laisser entrer avec toi dans chaque pièce importante ?» Je voulais dire que je ne savais pas, mais je le savais. Elle ressemblerait à un téléphone face contre table. Elle ressemblerait à des délais qui n'appartiendraient qu'à moi. Elle ressemblerait à un travail que je n'ai pas perdu parce que quelqu'un d'autre a refusé de lire un courriel. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai mis à jour mon curriculum vitae pour la première fois en 3 ans. J'ai cherché Raleigh, Charlotte, Atlanta, Charleston. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Je n'ai pas demandé la permission. Pour une fois, la première personne que je prévoyais de sauver était moi-même. Après cela, chaque appel de ma famille sonnait différemment parce que je n'écoutais plus en tant que la même personne. Je répondais encore parfois, mais moins rapidement. J'aidais encore pour quelques petites choses, mais j'ai commencé à mettre des instructions par écrit au lieu de tout résoudre en direct. Malcolm l'a remarqué en premier. Le contrôle remarque toujours la distance avant de comprendre les conséquences. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air distraite. Je lui ai dit que j'étais occupé. Il a dit, « Tu as toujours été occupé. Cela ne t'a jamais arrêté avant. » Il le disait comme une critique, mais j'ai entendu la confession à l'intérieur. Ma disponibilité était devenue quelque chose qu'il croyait posséder. Teresa a pris la voix plus douce. Elle a envoyé des messages avec des émojis cœur et des petites phrases comme « Ton père est sous beaucoup de stress » ou « Dean essaie, chérie. Il est juste dépassé. » Dans ma famille, le stress de tout le monde était réel sauf le mien. Dean a continué à envoyer des captures d'écran de problèmes qu'il aurait pu résoudre avec un seul appel téléphonique. J'ai commencé à répondre avec des noms de professionnels, avocats, experts comptables, courtiers en assurance, bureau des licences. Il a répondu une fois, « Pourquoi agis-tu comme une étrangère ?» J'ai fixé cette phrase parce qu'elle disait la vérité mieux qu'il ne le voulait. Pour eux, une fille avec des limites ressemblait effectivement à une étrangère. Pendant ce temps, mes entretiens ont progressé rapidement. Une entreprise de développement hôtelier à Raleigh avait besoin d'un directeur du risque contractuel, quelqu'un qui pourrait superviser les nouveaux accords immobiliers, la responsabilité des espaces événementiels, la conformité des fournisseurs et la documentation d'acquisition. C'était exactement le genre de travail que je faisais depuis des années, sauf que cette fois, quelqu'un voulait me payer pour cela et l'appeler du leadership. Le premier entretien s'est bien passé. Le deuxième semblait meilleur. Le troisième comprenait une étude de cas que j'ai terminée en la moitié du temps prévu. Quand l'offre est arrivée, je l'ai lue à ma table de cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café que j'avais oublié de boire. Le salaire était plus élevé que ce que j'espérais. Le calendrier de déménagement était serré, mais possible. Le titre a desserré quelque chose dans ma poitrine. Directrice. Pas l'assistante, pas la personne fiable, pas la réparatrice de la famille. Directrice. J'ai accepté avant de pouvoir me laisser envahir par la peur. Puis j'ai trouvé un appartement d'une chambre à Raleigh, j'ai signé le bail électroniquement et je suis resté assise très immobile ensuite. Je m'attendais à ce que la culpabilité arrive comme une tempête. Au lieu de cela, il y a eu le calme. Mon anniversaire était dans 3 semaines, et j'avais déjà prévu un petit dîner à Savannah. Après l'offre d'emploi,
ce dîner est devenu une fête d'adieu. Personne ne savait que c'était une fête d'adieu. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant sur le toit avec vue sur la rivière et j'ai invité Kira, quelques collègues, 2 amis du groupe hôtelier, et Everett. Parce qu'il m'avait discrètement recommandé à un contact à Raleigh après que le poste dans notre entreprise ne se soit pas concrétisé. C'était le genre d'aide que j'apprenais encore à accepter, une aide sans hameçon cachée à l'intérieur. J'ai aussi invité Malcolm, Teresa et Dean. Kira m'a demandé pourquoi. Nous étions assises dans mon appartement, entourés de cartons de déménagement. Je lui ai dit que je les voulais là parce que ne pas les inviter leur donnerait une histoire à raconter. Il dirait que j'étais froide, ingrate, dramatique. Elle a dit, et la vraie raison. J'ai admis la partie que je n'aimais pas. Je veux qu'il me voie dans une pièce qui ne leur appartient pas. Mon père a appelé 2 jours après que j'ai envoyé l'invitation et a demandé qui serait là. Pas si j'étais excité, pas ce que je voulais. Qui serait là? J'ai dit des amis et des gens du travail. Il a demandé s'il y aurait des discours. J'ai dit que c'était un dîner, pas un programme. Teresa a plus tard proposé d'apporter des fleurs, disant qu'elle voulait rendre la pièce plus personnelle. Je lui ai dit que tout était pris en charge. Dean a demandé s'il pouvait inviter un couple qu'il essayait d'impressionner pour Magnolia Row. J'ai dit non. Le mot semblait étrange, puis puissant. 2 jours avant le dîner, Malcolm a appelé au sujet de l'audit d'assurance annuel de la salle. Je lui ai rappelé que j'avais envoyé une liste de contrôles et qu'il pouvait engager un consultant. Il a ri. Ne fais pas semblant de ne pas aimer qu'on ait besoin de toi, Selene. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, on se voit au dîner. Quand j'ai raccroché, mes mains étaient stables. Quoi qu'il arrive, j'étais plus proche de partir qu'il ne l'était de me contrôler. Le soir de mon anniversaire, je suis arrivé au restaurant en avance parce que j'avais passé ma vie à arriver en avance pour que les autres puissent se détendre. Cette fois, je n'étais pas là pour réparer l'erreur de quelqu'un. J'étais là parce que la pièce était la mienne. La salle à manger privée avait de hautes fenêtres donnant sur la rivière, des lumières chaudes au-dessus d'une longue table, et un petit gâteau qui attendait sur une table d'appoint avec des bougies pâles à côté. Le menu imprimé portait mon nom en haut, Selene Rosenthal. Pendant un instant, je suis resté seul et j'ai regardé ce nom comme s'il appartenait à quelqu'un que je rencontrais enfin correctement. Les gens ont commencé à arriver quelques minutes plus tard. Kira est venue la première, m'a serré dans ses bras sans rien dire de trop émouvant parce qu'elle savait que je pleurerais si elle le faisait. 2 collègues sont arrivés avec une carte. Everett est entré avec son expression calme habituelle et m'a tendu un petit sac cadeau avec un stylo plume à l'intérieur. Il a dit, pour signer de meilleurs contrats que ceux que les gens essaient de vous présenter. J'ai ri, et pour une fois, c'était facile. La pièce s'est remplie de gens qui me connaissaient comme plus qu'une solution. Ils m'ont posé des questions sur mes projets sans en exiger la propriété. Ils se souvenaient de détails que j'avais mentionnés une fois. Ils écoutaient quand je parlais. Cela n'aurait pas dû sembler révolutionnaire, mais c'était le cas. Malcolm, Teresa et Dean sont arrivés les derniers. Ma mère est entrée la première, magnifiquement vêtue, balayant la pièce du regard avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père a suivi, regardant autour de lui comme s'il jugeait si le rassemblement était assez impressionnant pour bien le représenter. Dean est entré derrière eux, consultant déjà son téléphone. Je les ai présentés à tout le monde près de la porte. Malcolm a serré les mains trop fermement et a demandé à Everett ce qu'il faisait exactement dans l'entreprise. Teresa a complimenté la pièce, puis a immédiatement mentionné qu'elle aurait choisi des centres de table plus bas. Dean a demandé où se trouvait le bar. Pendant la première heure, ils se sont comportés juste assez bien pour que je me demande si j'avais imaginé le pire d'eux. Le dîner s'est déroulé sans accroc. Les gens ont ri. Kira a raconté une histoire sur la fois où j'ai corrigé une clause de contrat pendant un exercice d'alarme incendie parce que je refusais de laisser une mauvaise clause d'indemnisation inachevée. Everett a porté un bref toast sur la rareté de trouver quelqu'un qui pouvait protéger une entreprise du chaos sans devenir chaotique elle-même. J'ai senti ma gorge se serrer parce que les mots étaient justes. Mon père n'aimait pas les éloges juste quand ils ne lui étaient pas adressés. Je l'ai vu lentement. Sa mâchoire s'est crispée, son sourire s'est aplati. Il a regardé autour de la table et a réalisé que les gens me respectaient d'une manière qu'il n'avait jamais autorisée. Teresa a essayé de minimiser le moment en racontant une histoire d'enfance sur le sérieux que j'avais toujours eu, sur le fait que je n'avais jamais su me détendre,
que je préférais les règles aux gens. Elle l'a dit gentiment, mais le sens sous-jacent était familier, ramenons-la à sa juste place. Dean a plaisanté en disant que j'étais né pratiquement d'âge mûr, et quelques personnes ont offert des sourires polis, le genre qui met fin à une blague au lieu de la récompenser. Puis mon père est devenu silencieux. Je connaissais ce silence. Ce n'était pas la paix. C'était du calcul. Quand le gâteau est arrivé, l'ambiance de la pièce s'est adoucie à nouveau. Quelqu'un a chanté faux. Kira a ri trop fort. J'ai soufflé les bougies et je me suis senti, pendant un bref instant, presque libre. Puis Malcolm a repoussé sa chaise. Le son a fendu l'air à travers la table. Il s'est levé sans y être invité, a levé son verre et a regardé autour de lui comme s'il était sur le point de corriger le malentendu de tout le monde. J'ai écouté ce soir, a-t-il dit, des gens décrire Solène comme généreuse, brillante, loyale, irremplaçable. Il a fait une pause sur ce dernier mot comme s'il l'offensait. Mais puisque cette pièce semble si intéressée par l'honnêteté, peut-être qu'elle en mérite un peu aussi. Mon corps est devenu froid avant qu'il ne finisse. Teresa a baissé les yeux. Dean a arrêté de faire défiler son écran. Malcolm s'est tourné vers moi. Tu mérites de savoir. Nous ne t'avons jamais aimé. La pièce est devenue silencieuse. Il a continué parce que la cruauté devient plus facile une fois que la première phrase s'est échappée. Il a dit que j'avais toujours été difficile à aimer, toujours transactionnel, agissant toujours avec supériorité parce que j'étais doué pour les détails. Il a dit que je confondais l'utilité avec l'importance. Puis Teresa, sans me regarder, a dit doucement, tu aurais dû le réaliser il y a des années. C'était pire que de crier. La douceur signifiait qu'elle l'avait choisi. Tous les visages se sont tournés vers moi. Mon père s'attendait à un effondrement. Ma mère s'attendait à de la honte. Dean s'attendait à ce que j'absorbe les dégâts et que je gère la salle ensuite. Mais j'étais déjà parti d'une manière qu'ils ne pouvaient pas voir. J'ai posé ma serviette sur la table, je me suis levé et je les ai regardés tous les deux. Ma voix n'a pas tremblé. Cela explique tout. J'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Kira s'est levée, mais elle ne m'a pas arrêté. Elle savait que ce n'était pas un moment dont il fallait être sauvé. C'était un moment à revendiquer. Dehors, l'air de Savannah était chaud et lourd. Je m'attendais à me sentir détruite. Au lieu de cela, j'ai ressenti le terrible soulagement de quelqu'un qui n'avait plus à résoudre un mystère. Il n'avait pas gâché mon anniversaire. Il avait mis fin au dernier mensonge qui me retenait là. J'ai passé cette nuit-là dans l'appartement de Kira. Elle a ouvert la porte avant que je finisse de frapper, m'a tiré à l'intérieur et ne m'a pas demandé d'expliquer ce dont elle avait déjà été témoin. J'ai mal dormi sur son canapé, me réveillant toutes les heures avec l'étrange conscience que quelque chose d'énorme s'était produit, et que je n'y avais pas remédié. Le matin, mon téléphone ressemblait à un système d'alarme. 88 appels manqués, 36 messages. Certains de Malcolm, certains de Teresa, trop de Dean, quelques-uns de parents qui avaient déjà entendu une version de l'histoire qui me faisait probablement passer pour instable. Je ne les ai pas ouverts tout de suite. Kira a fait du café et s'est assise à côté de moi pendant que j'écoutais un message vocal sur haut-parleur. La voix de Malcolm était tendue, contrôlée et pas désolée. Il a dit, tu es parti et tu as embarrassé cette famille devant des étrangers. Nous devons parler avant que cela n'empire. Cela m'a tout dit. Ce n'était pas ce qu'il avait dit qui le préoccupait. C'était qu'il avait entendu. Le message de Teresa est venu ensuite. Elle pleurait, mais même ses larmes avaient un but. Elle a dit que la soirée avait été émouvante, que mon père avait été sous pression, que je savais à quel point l'entreprise comptait pour tout le monde, et que des décisions permanentes ne devraient pas être prises après des malentendus douloureux. Malentendus. C'était le mot qu'elle a choisi pour une phrase qu'aucune fille ne devrait jamais entendre. Dean a envoyé 6 messages avant midi. Le premier disait « Ça va ?» Le deuxième disait « Maman panique ». Le troisième disait « Papa a besoin du mot de passe de l'audit d'assurance ». Le quatrième disait « Sérieusement, Solène, ce n'est pas le moment de punir tout le monde. » J'ai fixé celui-là le plus longtemps. Même après ce qui s'était passé, il croyait toujours que la véritable urgence était mon refus de fonctionner. Vers midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un seul courriel. Il était court, clair et plus froid que tout ce que je leur avais jamais envoyé.
j'ai dit à Malcolm, Teresa et Dean qu'à compter de ce jour, je ne réviserai, ne rédigerai, ne corrigerai, ne soumettrai, ne négocierai, n'organiserai, ne récupérerai ni ne gérerai plus aucun document, délai, contrat, licence, réclamation, litige avec un fournisseur, demande de remboursement ou problème commercial lié à Magnolia Raw Events. Je leur ai dit de contacter leur avocat, leur expert comptable, leur courtier en assurance ou un consultant rémunéré. Je leur ai dit de ne plus utiliser mon nom dans les communications professionnelles. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Pas de discours, pas d'argument, juste une limite par écrit. Les conséquences ne se sont pas produites tout en même temps. Elles sont venues discrètement au début, puis plus vite que la fierté ne pouvait le supporter. Le dossier d'audit d'assurance que Malcolm voulait que je corrige était incomplet. Il a soumis le mauvais certificat et a manqué la fenêtre de correction. Cela a retardé l'approbation de la licence d'alcool du lieu pour les événements prévus. 2 couples avec des forfaits bar ouverts ont menacé d'annuler. L'un a réellement annulé et a exigé un remboursement. Dean a essayé de gérer l'appel et a promis quelque chose que le contrat ne permettait pas, créant un deuxième problème en essayant d'échapper au premier. Teresa a tenté d'arranger les choses avec du charme, mais le charme ne remplace pas la paperasse. Une organisatrice de mariage qui avait été présente au dîner d'anniversaire a cessé de recommander Magnolia Raw à ses clients. Un autre fournisseur a entendu ce que Malcolm avait dit et a discrètement retiré le lieu de sa liste de préférences. Dans une ville comme Savannah, la réputation n'explose pas. Elle fuit. À la fin du mois, les gens n'attaquaient pas publiquement mes parents. Ils faisaient quelque chose de pire pour une entreprise construite sur l'image. Ils hésitaient. Malcolm a dû engager un consultant en contrat à un taux horaire qui l'a rendu furieux. Il a appelé une fois d'un numéro inconnu et a dit « Sais-tu ce qu'il facture pour un travail que tu pourrais faire en 10 minutes ?» Je n'ai rien dit et j'ai raccroché. C'était la chose la plus proche de la vengeance dont j'ai jamais eu besoin. Non pas parce que je voulais sa ruine, mais parce qu'il se voyait enfin facturer un travail qu'il avait traité comme une obligation de fille. Teresa a perdu sa place au comité d'un gala de charité dont elle parlait depuis des mois. Personne n'a dit que c'était à cause de moi. Ils ont dit que le comité voulait éviter les drames personnels. Dans son monde, c'était pire. Dean, sans personne pour le secourir, a dû arriver tôt, répondre aux courriels des clients, apprendre où les fichiers étaient stockés et faire face à la colère de Malcolm lorsqu'il faisait des erreurs. Pendant des années, il avait vécu confortablement grâce à ma compétence. Sans elle, il a découvert l'entreprise familiale exactement comme je l'avais connue, exigeante, désordonnée, ingrate et impitoyable. 3 semaines après mon anniversaire, j'ai déménagé à Raleigh. Mon nouvel appartement était plus petit que la version de rêve dans ma tête, mais il était à moi. Le premier matin là-bas, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable de travail et répondu uniquement aux messages qui appartenaient à mon nouveau travail. Pas d'urgence de salle, pas de réinitialisation de mot de passe familial, pas de mère transformant la culpabilité en tendresse, pas de père faisant passer des ordres pour des attentes. Everett a pris de mes nouvelles une fois pour savoir comment se passait la transition. Kira a envoyé une photo du coin vide de son appartement où se trouvait mon sac de nuit d'urgence et a écrit « Fier de toi ». J'ai pleuré alors, non pas parce que ma famille me manquait, mais parce que j'ai enfin compris à quel point il avait été lourd de rester disponible pour des gens qui ne m'appréciaient que lorsque je portais quelque chose. Des mois plus tard, Teresa a envoyé un long courriel. Elle a dit qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient passées. Malcolm a ajouté une phrase en bas, disant qu'il espérait que je comprenais que le stress faisait dire aux gens des choses qu'ils ne pensaient pas. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé dans un dossier et je n'ai pas répondu. Ce qui est arrivé à mes parents n'était pas une vengeance de la manière bruyante que les gens imaginent. Je n'ai pas détruit leur entreprise. Je n'ai pas exposé de secrets privés. J'ai simplement cessé d'être la structure cachée qui soutenait des gens qui refusaient d'aimer la personne sous le labeur. Et quand je me suis retiré, la vérité est devenue visible. La leçon que je porte maintenant est simple, mais il m'a fallu 32 ans pour l'apprendre. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Être fiable ne signifie pas que vous devez votre vie à des gens qui ne remarquent votre absence que lorsque leur confort est menacé. Une vraie famille ne devrait pas exiger que vous disparaissiez pour que tout le monde se sente soutenu. Une relation saine enseigne la responsabilité, le respect et l'attention des 2 côtés. Elle ne transforme pas une personne en un outil et n'appelle pas cela de la proximité. L'éducation n'est pas toujours quelque chose que nous apprenons à l'école.
Parfois, la connaissance la plus précieuse vient du moment douloureux où nous réalisons que notre valeur n'a jamais été destinée à être négociée à une table familiale. Si vous avez déjà été traité comme le solutionneur de problèmes au lieu d'une personne, dites-moi quelle partie de mon histoire vous a le plus touché. Et si vous vous réveillez avec 88 appels manqués de personnes qui vous ont brisé le cœur en public, répondriez-vous, ou laisseriez-vous le silence devenir votre dernière limite? Mon équipe et moi mettons beaucoup d'efforts dans chaque scénario pour que chaque histoire soit émouvante, divertissante et significative. Cette vidéo est entièrement fictive et réalisée uniquement à des fins éducatives, de réflexion et de narration. Nous espérons que les spectateurs se souviendront que personne n'a le droit de continuer à vous blesser sous prétexte qu'il fait partie de votre famille.